coup de pied au bol d'une vieille mendiante devant toute la ville. Mais ce qu'il a découvert ensuite a changé sa vie à jamais. La foule regardait. Personne ne bougea. Personne n'osa rien dire. Mais dans les yeux de tous ceux qui avaient vu, il y avait quelque chose de lourd, quelque chose de sombre, quelque chose qui ressemblait à de la colère tenue et à de la honte collective. Et la vieille femme, à genoux sur le goudron brûlant, ramassait ses pièces une à une, les larmes coulant silencieusement sur ses joues creusées. Avant que la voiture ne disparaisse, elle leva les yeux une seule fois vers l'homme. Et elle dit, d'une voix basse mais très claire, « Dieu voit tout. Bienvenue dans les histoires inspirantes de Fatoumata. Aimez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Et dans les commentaires, dites-moi depuis quelle ville ou quel pays vous regardez en ce moment. » L'homme s'appelait Kofi Mensah. 38 ans. Né pauvre dans un quartier populaire de la ville, il gravit les échelons avec une ambition féroce et une intelligence redoutable. À 20 ans, il vendait des sachets d'eau glacée à la sortie du lycée. À 25 ans, il avait ouvert sa première boutique d'électronique. À 30 ans, il possédait 4 magasins, 2 entrepôts et des parts dans une société d'import-export. À 38 ans, son nom était connu dans toute la ville. Kofi Mensah. Certains le respectaient. D'autres le craignaient. Mais presque personne ne l'aimait vraiment. Parce que l'argent avait changé Kofi Mensah d'une façon terrible. Il n'avait pas simplement changé ses habitudes ou ses vêtements. Non. L'argent avait changé quelque chose de bien plus profond en lui. L'argent avait changé son regard sur les autres. Les pauvres, pour lui, n'étaient plus des êtres humains. Ils étaient des obstacles, des décors, des fantômes inutiles qui encombraient ses rues. Il roulait dans ses voitures de luxe sans jamais regarder les gens sur le bord des routes. Il passait devant les vendeurs ambulants sans les voir. Il parlait à ses employés comme à des chiens. Et les pauvres, ceux qui tendaient la main, ceux qui vendaient des cacahuètes sous le soleil, ceux qui dormaient sous les ponts, eh bien, pour Kofi Mensah, ces gens-là n'existaient tout simplement pas. Ce matin-là, il avait une réunion importante. Un partenaire étranger venait signer un contrat de plusieurs millions. La journée devait être parfaite. Sa journée, ses affaires, son monde. Tout le reste ne comptait pas. Et quand il avait vu cette vieille femme avec son bol au carrefour, quelque chose en lui, une impulsion mauvaise, un réflexe de mépris, lui avait dit de s'arrêter. Juste pour s'amuser. Juste pour montrer à ses gardes du corps qu'il ne craignait rien et ne respectait personne. Il l'avait fait sans y penser. Comme on écrase une fourmi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette vieille femme n'était pas une fourmi. Elle s'appelait Mama Akosua. 78 ans. Originaire d'un village à 2 heures de route de la ville, elle était arrivée en ville il y a 10 ans après la mort de son mari, de son fils unique et de sa belle-fille dans un accident de voiture sur la route nationale. Elle avait tout perdu en une seule nuit. Sa famille, sa maison, son futur. Il ne lui restait qu'une petite chambre dans un quartier populaire, une robe propre, un vieux chapeau de paille et ce bol métallique que son mari lui avait offert pour leur anniversaire de mariage il y a 50 ans. Mama Akosua, mendiant au bord de la route, ne le faisait pas par paresse. Elle le faisait parce qu'elle n'avait plus rien d'autre à faire de sa vie, et parce que les quelques pièces qu'elle récoltait chaque jour lui permettaient parfois d'acheter un peu de riz qu'elle partageait avec les enfants orphelins du quartier voisin. Oui, vous avez bien entendu. Cette femme qui n'avait presque rien donnait encore à ceux qui avaient moins qu'elle. Les gens du quartier la connaissaient. Ils la saluaient avec respect. Les vieilles mamans lui apportaient parfois de la nourriture. Les jeunes hommes l'aidaient à traverser la route. Parce que Mama Akosua avait cette chose rare que l'argent ne peut pas acheter. Une âme bonne qui rayonne même dans la misère. Ce matin-là, quand le coup de pied avait renversé son bol, elle n'avait pas crié de colère. Elle n'avait pas maudit l'homme. Elle avait juste pleuré doucement, à genoux sur le goudron chaud, ramassant ses pièces comme si elle ramassait les morceaux d'une vie déjà brisée depuis longtemps. Et cette phrase qu'elle avait dite, « Dieu voit tout », elle ne l'avait pas dite par défi. Elle l'avait dite parce qu'elle le croyait profondément, de tout son vieux cœur fatigué. Dans la foule ce matin-là, il y avait un homme qui s'appelait Emmanuel. 40 ans, photographe indépendant, il travaillait parfois pour des journaux locaux et parfois pour lui-même. Il avait tout filmé avec son appareil photo. Pas pour faire le buzz, pas pour l'argent. Juste parce que cette scène l'avait bouleversé au plus profond de lui. Il avait filmé les pièces qui volaient. Les larmes de la vieille femme. Le rire de l'homme riche. Et surtout, il avait capturé ce moment rare et douloureux où Mama Akosua avait levé les yeux vers la voiture qui s'éloignait, et où son regard exprimait non pas de la haine, mais quelque chose de bien plus puissant. Une paix terrible et sereine, comme celle d'une personne qui sait que justice sera rendue sans qu'elle ait besoin de lever le petit doigt.
Emmanuel rentra chez lui ce soir-là avec ces images. Il hésita longtemps. Puis il décida de les publier sur les réseaux avec une légende très simple. Voilà ce qui se passe dans nos rues chaque jour. Voilà qui nous sommes en train de devenir. En quelques heures, la photo avait été partagée des centaines de fois. Puis des milliers. Le visage de Kofi Mensah était reconnaissable. Son costume gris perle, ses chaussures brillantes, sa montre au poignet. Les commentaires s'enflammaient. Les gens étaient en colère. Pas seulement à cause du geste, mais à cause de ce sourire. Ce sourire qu'il avait eu en filmant lui-même la scène avec son téléphone. Ce sourire d'un homme qui pense être intouchable. Kofi Mensah, lui, était en réunion. Son partenaire étranger était arrivé. Les discussions avançaient bien. Les chiffres étaient impressionnants. Les sourires s'échangeaient autour de la table. Et Kofi était dans son élément, parlant fort, gesticulant avec ses bagues dorées, montrant des graphiques sur son ordinateur dernier cri. Il était roi. Il était invincible. Son téléphone vibra une première fois. Il l'ignora. Il vibra une deuxième fois. Une troisième. Une dixième. Il jeta un regard discret à l'écran et vit des dizaines de notifications, des messages, des appels manqués. Il fronça les sourcils mais continua la réunion en souriant. Ce n'était sûrement rien. Ce n'était pas rien. À 16 heures, quand le partenaire étranger prit congé avec une poignée de main froide et un sourire qui n'atteignait plus ses yeux, Kofi sentit quelque chose. Un malaise. Quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Le partenaire avait regardé son téléphone 2 fois pendant la réunion avec une expression étrange. Et en partant, il avait dit une phrase que Kofi avait trouvée bizarre. Nous devrons réfléchir à certaines choses avant de finaliser quoi que ce soit. Quand Kofi se retrouva seul dans son bureau, il ouvrit enfin ses messages. Et là, en quelques minutes, il comprit ce qui s'était passé. Sa photo, son geste, son sourire. Tout était là, partout, commenté, partagé, critiqué. Les gens l'appelaient par son nom. Les articles commençaient à apparaître sur des sites d'information locaux. Et les hashtags enflammaient les réseaux sociaux avec des mots qu'il n'avait jamais imaginé voir associés à son nom. Il ferma son téléphone. Il se leva. Il marcha jusqu'à la fenêtre de son bureau du 18e étage et regarda la ville en dessous de lui. Ces mêmes rues qu'il avait traversées ce matin avec son arrogance tranquille. Ces mêmes gens qu'il ne regardait jamais. Il pensa que ça allait se calmer. Que demain les gens auraient oublié. Que son argent le protégerait comme il l'avait toujours protégé. Il avait tort. Le lendemain matin, son assistante entra dans son bureau avec un visage qu'il ne lui avait jamais vu. Un visage de quelqu'un qui porte une mauvaise nouvelle et qui a peur de la dire. Elle posa devant lui une feuille de papier. C'était un mail officiel de son partenaire étranger. 3 phrases seulement. En raison d'éléments récents apparus dans la presse et sur les réseaux sociaux concernant M. Kofi Mensah, notre groupe a décidé de suspendre toute collaboration jusqu'à nouvel ordre. Nous vous contacterons en temps voulu. Kofi relut la feuille 3 fois. Ses mains ne tremblaient pas encore, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Quelque chose s'était fissuré. Il appela son avocat. Son avocat lui dit que d'autres partenaires avaient déjà pris contact pour poser des questions. Il appela son banquier. Son banquier lui parla de certains investisseurs qui manifestaient de l'inquiétude. Il appela ses relations dans les milieux d'affaires. La plupart ne répondirent pas. Ceux qui répondirent furent vagues, distants, prudents. En l'espace d'une seule journée, le réseau que Kofi Mensah avait mis 10 ans à construire commençait à se fissurer comme de l'argile sous la pluie. Et ce n'était que le début. Cette nuit-là, Kofi rentra chez lui dans sa grande maison aux murs blancs, à sa piscine éclairée de bleu, à ses 5 voitures dans le garage, à ses tableaux accrochés partout. Il s'assit seul dans son salon immense et il eut pour la première fois depuis longtemps une sensation qu'il avait oubliée. La peur. Pas la peur des affaires. Pas la peur de perdre de l'argent. Une autre peur, plus ancienne, plus profonde. Celle d'un homme qui commence à sentir que quelque chose lui échappe et qu'il ne contrôle pas. Il but un verre d'alcool. Puis un autre. Puis il alla se coucher. Et là, quelque chose d'étrange se produisit. Il rêva de la vieille femme. Il la vit en rêve, à genoux sur le goudron, ramassant ses pièces. Mais dans le rêve, quand elle levait les yeux vers lui, ses yeux n'étaient plus des yeux de vieille femme. Ils étaient immenses, lumineux, calmes comme ceux d'une personne qui a vu beaucoup de choses et qui sait comment elles finissent toutes. Et dans le rêve, elle ne disait rien. Elle le regardait juste. Et ce regard lui faisait plus peur que n'importe quel mot.
Il se réveilla à 3 heures du matin, trempé de sueur. Les jours suivants furent une descente lente mais inexorable. Un de ses associés principaux, un homme avec qui il avait travaillé pendant 7 ans, demanda à racheter ses parts dans leur entreprise commune. Il prétendit des raisons personnelles, mais Kofi sut que c'était un mensonge. Puis 2 de ses boutiques furent victimes d'un contrôle fiscal inattendu. Ses comptables lui dirent que c'était une procédure normale. Mais Kofi n'était pas dupe. Dans ce pays comme dans tous les pays, les procédures normales arrivent rarement au mauvais moment par hasard. Son chef de sécurité, un homme qu'il payait très bien depuis 5 ans, vint le voir un matin avec une expression gênée et lui annonça qu'il prenait un autre emploi. Il donna un préavis de 2 semaines. Kofi le regarda partir sans rien dire. Mais quand la porte se ferma, il resta immobile dans son fauteuil en cuir pendant presque 1 heure. Parce que cet homme-là l'avait toujours suivi. Partout. Sans jamais poser de questions. Et le voir partir, c'était comme voir un pilier de sa vie s'effondrer sans bruit. Une semaine après l'incident du Carrefour, une journaliste d'une grande chaîne de télévision locale publia un article long et très documenté sur Kofi Mensah. Elle avait retrouvé d'anciens employés qui témoignaient sous couverture d'anonymat. Ils parlaient d'humiliation, de salaires impayés, d'heures supplémentaires non rémunérées, de licenciements brutaux. Des personnes de son quartier d'origine témoignaient aussi. Ils racontaient comment Kofi avait grandi parmi eux, comment il avait été aidé par des voisins généreux dans ses premières années difficiles, et comment, une fois riche, il était revenu dans le quartier non pas pour aider mais pour racheter les terrains à bas prix et expulser les familles qui y vivaient depuis des générations. La ville commença à voir Kofi Mensah différemment. Et lui, il le sentait. Partout où il allait, les regards avaient changé. Dans les restaurants, les gens se retournaient sur son passage mais pas pour l'admirer. Dans les réunions d'affaires, les sourires étaient devenus forcés. À la mosquée du vendredi, plusieurs hommes s'éloignèrent discrètement quand il voulut les saluer. Ces petites choses semblaient insignifiantes séparément. Mais ensemble, elles formaient quelque chose de lourd, d'étouffant, d'impossible à ignorer. Il décida de contre-attaquer. Il convoqua une conférence de presse. Il voulut s'expliquer, minimiser, dire que la vidéo avait été mal interprétée, que les gens réagissaient de façon excessive. Son attaché de presse lui avait préparé un discours soigné. Kofi monta sur l'estrade, face aux caméras, et commença à parler. Mais quelque chose ne fonctionnait pas. Les mots qui sortaient de sa bouche sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Il le sentit. Les journalistes le sentirent. Le public devant les télévisions le sentit aussi. Et quand une journaliste leva la main et lui demanda simplement « Monsieur Mensah, est-ce que vous avez au moins présenté vos excuses à cette femme? Est-ce que vous savez même qui elle est ?» Kofi ouvrit la bouche. Et aucun son ne sortit pendant plusieurs secondes très longues. Il dit finalement que ce n'était pas le sujet. Que le sujet c'était la campagne de diffamation dont il était victime. La journaliste hocha la tête et écrivit quelque chose dans son carnet. Et dans cette salle, tout le monde sut que cet homme venait de faire une erreur de plus. La conférence de presse fut un désastre. Les extraits qui circulèrent sur les réseaux n'étaient pas ceux où il parlait de ses succès ou de ses projets. C'étaient ces quelques secondes de silence. Ces secondes où il n'avait pas su quoi répondre à une question simple. Ces secondes qui disaient plus sur lui que n'importe quel discours. Cette nuit-là, il rêva à nouveau de Mama Akosua. Dans ce rêve, elle était debout, pas assise sur le carton. Elle le regardait et elle disait quelque chose mais il n'entendait pas les mots. Il voyait juste ses lèvres bouger et son visage calme, et dans le rêve il avait envie de l'entendre, il s'approchait, mais plus il s'approchait plus elle semblait loin. Et il se réveilla encore une fois au milieu de la nuit avec cette sensation étrange au creux de l'estomac qui n'avait plus rien à voir avec les affaires. C'est à ce moment qu'il fit quelque chose d'inhabituel. Il ouvrit son téléphone et chercha le nom de Mama Akosua, parce qu'il avait fini par apprendre son nom. Le journaliste qui avait publié les photos l'avait mentionné dans son article. Mama Akosua. Et en cherchant ce nom, Kofi tomba sur un article vieux de 2 ans publié par une petite association caritative de la ville. L'article avait pour titre « Mama Akosua, la femme qui donne sans rien avoir ». Il lut l'article entier. En silence. Seul dans son salon à 2 heures du matin avec juste la lumière de son téléphone. L'article racontait comment Mama Akosua, malgré sa situation de grande pauvreté, venait régulièrement à l'association pour aider à distribuer de la nourriture aux enfants. Comment elle apportait parfois le peu qu'elle avait récolté dans son bol pour le donner aux enfants orphelins.
Comment elle écoutait des heures les gens en détresse dans les quartiers populaires et leur donnait des conseils avec sa sagesse simple et profonde. L'article parlait aussi de sa vie, de la perte de son mari, de son fils, de sa belle-fille, de tout ce qu'elle avait traversé sans jamais abandonner sa bonté. À la fin de l'article, il y avait une phrase qu'elle avait dite à la journaliste qui l'avait interviewée. Elle avait dit « La souffrance ne doit pas t'enlever ta lumière. Si tu perds ta lumière, la souffrance a gagné 2 fois. » Kofi posa son téléphone. Il resta longtemps immobile dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis très longtemps, peut-être depuis l'époque où il était jeune et pauvre et encore capable de ressentir les choses normalement, il sentit quelque chose de chaud et de douloureux monter dans sa poitrine. Quelque chose qu'il ne reconnut pas immédiatement. Et puis il réalisa que c'était de la honte. Mais ce n'était que le début de sa descente. La vraie révélation arriva 10 jours après l'incident du carrefour. Et elle arriva d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. Un vieux monsieur se présenta dans les bureaux de Kofi. Il s'appelait Monsieur Achampong. Il avait environ 70 ans, était habillé simplement mais avec dignité, et tenait à la main une enveloppe marron. La secrétaire de Kofi voulut lui demander de revenir avec un rendez-vous, mais quelque chose dans le calme de cet homme, dans sa façon tranquille et assurée d'attendre dans le couloir, la fit hésiter. Elle alla voir Kofi. Kofi était de mauvaise humeur, fatigué, stressé. Mais il dit à la secrétaire de faire entrer le vieux monsieur. Il ne savait pas pourquoi. Quelque chose dans la description qu'elle avait faite de lui l'avait intrigué. Le vieux Achampong entra, s'assit en face de Kofi sans y être invité, et posa l'enveloppe sur le bureau sans un mot. Kofi le regarda. L'homme lui dit calmement « Ouvre cette enveloppe ». Kofi fronça les sourcils mais obéit. Il sortit plusieurs documents. Des actes notariaux, des titres fonciers, et une lettre manuscrite. L'homme laissa Kofi lire en silence. Les documents concernaient un terrain immense situé en plein cœur de la ville. Un terrain que Kofi convoitait depuis 2 ans. Un terrain stratégiquement placé sur lequel il voulait construire son plus grand complexe commercial. Il avait cherché partout le propriétaire de ce terrain sans jamais réussir à le retrouver. Ses avocats lui avaient dit que le terrain était enregistré au nom d'une personne décédée et que la succession était complexe. La lettre manuscrite était signée par Mama Akosua. Elle expliquait simplement que ce terrain avait été acheté par son défunt mari il y a 40 ans, que son mari le lui avait légué, qu'elle n'avait jamais voulu le vendre parce que c'était le dernier bien réel qu'il lui avait laissé, que son avocat, le vieux Achampong, gérait ce titre foncier pour elle depuis la mort de son mari, et que récemment, après l'incident du carrefour, plusieurs personnalités de la ville lui avaient conseillé de faire valoir ses droits sur ce bien dont elle était légalement propriétaire et qu'elle avait le droit absolu de vendre ou de conserver à sa guise. La lettre se terminait par ces mots « Je ne vous écris pas pour me venger. Je vous écris pour que vous sachiez que les gens que vous méprisez ne sont pas toujours ce que vous croyez qu'ils sont. » Kofi relut la lettre 2 fois. Sa respiration s'était modifiée. Ses mains posées sur le bureau n'étaient plus tout à fait immobiles. Il leva les yeux vers le vieux Achampong qui le regardait calmement. « Vous comprenez maintenant, dit l'avocat doucement, que le terrain que vous cherchez depuis 2 ans appartient à la femme que vous avez humiliée au carrefour. » Kofi ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Le vieux monsieur se leva, reprit ses documents dans l'enveloppe, et avant de partir il dit une dernière chose. Il dit « Mama Akosua ne vous veut pas de mal. Elle ne vous a jamais voulu de mal. Mais elle m'a demandé de vous apporter ces documents pour que vous compreniez quelque chose d'important. Elle m'a dit de vous dire que sa pauvreté n'a jamais effacé sa dignité. » Puis il sortit et la porte se referma doucement derrière lui. Ce soir-là, Kofi Mensah ne rentra pas directement chez lui. Il demanda à son chauffeur de s'arrêter. Il descendit de voiture. Il marcha seul dans les rues de la ville, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il marchait sans direction, sans but, regardant les gens autour de lui d'une façon qu'il n'avait plus l'habitude de regarder. Les vendeurs de rue avec leurs étals illuminés par des ampoules jaunes. Les mères portant leurs bébés dans le dos tout en cuisinant sur des feux de charbon. Les jeunes hommes assis en cercle en train de rire. Les enfants qui jouaient au ballon entre les voitures à l'arrêt. Il avait grandi dans ces rues. Il les avait oubliées. Non pas géographiquement mais émotionnellement. Il avait oublié ce qu'elles contenaient de vrai, de vivant, de profondément humain. Il s'arrêta devant une petite boutique de rue et acheta un sachet d'eau. La femme qui le lui vendit lui sourit machinalement mais quand elle reconnut son visage, son sourire s'effaça légèrement. Elle lui rendit la monnaie sans un mot. Et Kofi prit l'argent, hésita,
et dit merci d'une voix un peu plus basse que d'habitude. La femme leva les yeux vers lui, surprise. Et il y avait dans ce simple échange quelque chose de très petit et de très grand à la fois. La nuit qui suivit fut la pire qu'il ait connue depuis des années. Il ne dormit pas. Il resta assis dans son salon à regarder le plafond. Et il pensa à sa vie. Pas à ses affaires, pas à ses comptes, pas à ses contrats. Il pensa à sa vie d'homme. Il se rappela de l'époque où il n'avait rien. Il se rappela d'une voisine qui lui apportait à manger quand sa mère était malade et ne pouvait pas cuisiner. Il se rappela d'un vieux monsieur de son quartier qui lui avait prêté de l'argent pour acheter son premier stock de marchandises sans lui demander de garantie, sans lui demander de paperasse, juste parce qu'il croyait en lui. Il se rappela de tous ces gens qu'il avait aidé à devenir ce qu'il était et qu'il avait entièrement oublié en montant. Et il pensa à Mama Akosua à genoux sur le goudron ramassant ses pièces. Vers 4 heures du matin, il prit son téléphone. Il appela son assistante et lui dit de lui trouver l'adresse où vivait Mama Akosua. Son assistante hésita. Il insista. À 7 heures du matin, il avait l'adresse. Il n'envoya pas de chauffeur. Il ne prit pas sa grosse berline noire. Il prit une voiture discrète et il y alla seul. Le quartier où vivait Mama Akosua était à l'opposé de chez lui. Des maisons basses, des ruelles étroites, des enfants qui couraient en criant, des poules qui traversaient entre les jambes des gens. L'odeur de la cuisine du matin, du bois brûlé, de la terre mouillée par la rosée. Kofi avança lentement dans ces ruelles, demandant sa route à 2 ou 3 personnes qui le regardaient avec des yeux surpris. Il arriva devant une petite porte en métal rouillé. Il frappa. La porte s'ouvrit après un long moment. Et Mama Akosua apparut. Elle portait sa robe propre, son vieux chapeau de paille. Elle avait ses mains croisées devant elle. Elle le regarda arriver et son visage ne changea pas. Pas de surprise, pas de colère, pas de peur. Juste ce calme profond qui lui était propre, ce calme de quelqu'un qui a traversé trop de choses pour encore être déstabilisé par quoi que ce soit. Kofi s'arrêta devant elle. Il y avait quelques voisins qui regardaient de loin, intrigués par cette voiture inconnue dans leur ruelle. Kofi ne les regarda pas. Il regarda seulement la vieille femme devant lui. Et quelque chose en lui, quelque chose de très vieux et de très enfoui, quelque chose qu'il avait cru avoir tué depuis longtemps, commença à remonter. Il baissa les yeux. Et puis, lentement, sans rien dire, il s'agenouilla devant elle sur le sol de terre battu de cette ruelle. Il y eut un silence total. Même les enfants s'arrêtèrent de courir. Kofi avait la tête baissée et ses mains à plat sur ses genoux. Et dans ce silence, avec les voisins qui regardaient et le soleil du matin qui commençait à passer entre les toits, il dit d'une voix cassée, « Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Je croyais que l'argent faisait de moi quelqu'un de grand. Je me suis trompé. J'ai honte. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Et les larmes vinrent. Pas des larmes polies ou contrôlées. Des larmes vraies, lourdes, celles qui viennent de très loin dans le corps d'un homme et qui font mal en sortant. Il pleurait comme un enfant. Comme l'homme de 40 ans qu'il était vraiment, épuisé, seul, perdu. Mama Akosua le regarda pleurer un long moment. Puis elle fit un pas vers lui. Elle posa doucement sa vieille main sur sa tête. Et elle dit, de cette voix calme et profonde qu'elle avait toujours, « Je t'ai déjà pardonné le jour même. Ce n'est pas toi qui m'as blessé le plus profondément. C'est la peur que tu aies blessé ton propre cœur sans t'en rendre compte. » Kofi releva la tête vers elle. Ses yeux étaient rouges. Elle continuait, « La richesse sans cœur est la pire des pauvretés. Et tu étais plus pauvre que moi ce matin-là, mon fils. Bien plus pauvre. » Ces mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans l'eau. Et dans la ruelle, quelqu'un commença à pleurer aussi. Puis quelqu'un d'autre. Les voisins qui avaient tout entendu, ces femmes et ces hommes ordinaires qui vivaient là depuis toujours, ils pleuraient sans honte parce que cette scène touchait quelque chose d'universel, quelque chose qui dépasse les quartiers, les voitures et les montres en or. Kofi resta longtemps à genoux. Quand il se releva enfin, il demanda à Mama Akosua ce qu'il pouvait faire. Elle lui dit simplement, « Commence par regarder les gens que tu croyais ne pas voir. Ça suffit pour commencer. » Dans les semaines qui suivirent, Kofi Mensah prit des décisions que personne n'attendait de lui. Il rappela ses anciens employés qu'il avait maltraités et leur présenta ses excuses en personne. Il régla les arriérés de salaire qu'il devait. Il rencontra les familles du quartier dont il avait racheté les terrains et proposa des compensations justes. Ce ne furent pas des gestes parfaits. Ce ne furent pas des gestes d'un saint.
Ce furent les gestes maladroits et sincères d'un homme qui essayait de réparer, brique par brique, ce qu'il avait mis des années à détruire. Il ouvrit dans son quartier d'origine un petit centre communautaire pour les enfants défavorisés. Il le fit sans communiqué de presse, sans caméra, sans réseaux sociaux. Juste parce qu'il voulait le faire. Et avec le terrain de Mama Akosua, après de longues discussions avec l'avocat, il proposa un projet de marché couvert qui bénéficierait aux petits vendeurs du quartier. Mama Akosua accepta de louer le terrain à un prix symbolique pour ce projet. Les affaires de Kofi ne remontèrent pas tout en même temps. Certains partenaires ne revinrent jamais. Certaines relations étaient trop abîmées. Mais d'autres portes s'ouvrirent, des portes qu'il n'avait jamais considérées parce qu'elles ne menaient pas à la richesse la plus rapide mais à quelque chose de plus durable. La dernière fois qu'il vit Mama Akosua, c'était un soir de fin d'année. Elle était assise devant sa petite maison avec des enfants du quartier autour d'elle. Elle leur racontait une histoire. Kofi s'arrêta à distance et l'observa un moment sans se faire voir. Les enfants éclataient de rire, puis se penchaient vers elle avec des visages sérieux, puis riaient encore. Et Mama Akosua au milieu d'eux rayonnait d'une lumière tranquille que nulle voiture de luxe ni nulle montre en diamant ne pourrait jamais acheter ni imiter. Kofi s'en alla sans déranger. Mais il emporta cette image avec lui. Cette image d'une femme riche de tout ce qui compte vraiment. Quelques mois plus tard, les gens du quartier remarquèrent que Mama Akosua n'était plus à sa place habituelle au carrefour. Ils allèrent chez elle. Sa chambre était propre, bien rangée, comme si elle s'était préparée à un voyage. Son vieux bol métallique était posé sur la table, bien nettoyé. Mais elle n'était plus là. Personne ne sut jamais vraiment ce qui lui était arrivé ni où elle était allée. Certains dirent qu'elle était rentrée dans son village. D'autres dirent autre chose avec des voix basses et des yeux levés vers le ciel. Mais tous ceux qui l'avaient connue s'accordaient sur une chose. Mama Akosua leur avait laissé quelque chose d'invisible mais de réel. La preuve vivante qu'il est possible de traverser la misère, l'humiliation et la douleur sans perdre son humanité. Et que cette humanité-là, quand elle est vraiment préservée, a plus de puissance que tout l'argent du monde. Mes chers amis, permettez-moi de vous parler avec sincérité maintenant. Cette histoire m'a touché profondément en la racontant. Et je crois qu'elle vous a touché aussi. Parce que nous connaissons tous quelqu'un comme Kofi Mensah. Ou peut-être qu'à un moment de notre vie, dans un geste, dans un mot, dans un regard, nous avons été un peu comme lui. L'argent, le succès, le statut social peuvent faire des choses terribles à l'intérieur d'un être humain si cet être humain ne fait pas attention. Ils peuvent lui faire oublier d'où il vient. Ils peuvent lui faire croire qu'il est au-dessus des autres. Et cette croyance-là est dangereuse. Pas seulement pour les autres, mais surtout pour celui qui la porte. Parce que aucune richesse ne protège un homme de sa propre conscience. Et la conscience, elle, finit toujours par parler. Parfois doucement, comme dans un rêve. Parfois très fort, comme dans une chute. Mama Akosua nous enseigne quelque chose d'essentiel. La dignité n'est pas dans ce qu'on possède. Elle est dans ce qu'on garde en soi quand tout est arraché. Et ça, personne ne peut vous l'enlever à moins que vous ne le donniez vous-même. Et maintenant j'aimerais vous poser une question à vous qui avez écouté cette histoire jusqu'à la fin. Selon vous, est-ce que Kofi Mensah méritait le pardon de Mama Akosua après tout ce qu'il lui avait fait? Est-ce que les gestes d'un homme qui a blessé peuvent vraiment réparer ce qui a été brisé? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Je lis chaque message avec attention. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.